Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui, franchement, m'a laissé sans voix. Bienvenue dans la vie de Gypsy Rose Blanchard. Gypsy Rose, c'est une jeune fille qui n'a pas eu de chance dans la vie. Depuis toute petite, elle est malade, genre vraiment malade. Apnée du sommeil, leucémie, dystrophie musculaire, épilepsie, problèmes respiratoires. Elle doit se déplacer en fauteuil roulant, elle est nourrie par sonde, bref, la totale. Mais heureusement, elle a une mère, Claudine, qu'on appelle Didi. Et Didi, c'est une maman dévouée, toujours là, toujours souriante, toujours en train de se battre pour sa fille, qui arrêtera même de travailler pour s'en occuper. Les deux, vous l'aurez compris, sont inséparables, un vrai duo fusionnel. Et c'est cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Une histoire de maladie, de sacrifice, d'amour et d'un lien mère-fille qui va beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. Repartons au début de l'histoire. Très tôt, Didi explique au médecin que sa fille a des problèmes de santé. Elle pense qu'elle souffre d'apnée du sommeil. Les nuits sont compliquées, les réveils aussi. Gypsy est souvent malade, souvent fatiguée. Et à partir de là, c'est un engrenage qui commence. Petit à petit, les diagnostics tombent. Gypsy est atteinte de dystrophie musculaire, elle ne peut plus marcher, elle souffre aussi d'un retard mental léger, d'épilepsie, d'asthme, de problèmes de vue, de problèmes auditifs, d'un reflux gastrique sévère et de leucémie. À chaque nouvelle maladie, Didi fait tout ce qu'une mère ferait. Elle l'emmène consulter, elle ne fait pas les choses à moitié, elle court de médecin en médecin, multiplie les traitements, les examens, les analyses. Gypsy subit des dizaines d'opérations et prend des tas de médicaments tous les jours en espérant une chose, qu'elle guérisse un jour ou du moins arriver à la soulager au maximum. Mais en plus de tout ça, parce que ça ne suffit jamais, elle est branchée à une sonde d'alimentation, elle est en fauteuil roulant et ses dents tombent à cause des traitements. Sa mère lui rase aussi les cheveux peu fréquemment car de toute façon ils tombent et que ce n'est pas très esthétique selon elle, donc autant tout raser au même niveau. Malgré tout ça, Didi est toujours là, elle la lave, la nourrit, la réconforte, l'accompagne partout. Elle organise même des collectes de fonds pour pouvoir payer ses soins. Et ça fonctionne, elles reçoivent énormément de soutien, autant émotionnel que financier. Mais un jour, un nouveau malheur s'abat sur elle quand l'ouragan Katrina passe par là. Autre titre de l'actualité, le cyclone Katrina aux États-Unis. Dans les États du sud du pays, on commence à peine à réaliser l'étendue du chaos. En Louisiane, mais aussi dans le Mississippi, en Alabama, les dégâts sont énormes. Le bilan s'aggrave d'heure en heure. Il pourrait dépasser les 100 morts. Et détruit l'entièreté de leur maison, de leurs papiers, tout de A à Z. On pourrait se dire que c'est matériel et que le principal est que personne n'ait rien eu. Oui, mais disons-le, ce genre de situation, c'est déjà terrible. Mais alors quand t'es malade, que t'as des médicaments, du matériel médical chez toi, tout ton suivi médical, etc., je vais me permettre d'être vulgaire et oser le dire, ça fait encore plus chier quand même. Malgré tout, heureusement pour elles, elles vont de nouveau recevoir un énorme soutien de la communauté. Et elles vont même se voir offrir par des associations caritatives une nouvelle maison et des meubles à Springfield. Une maison sur mesure adaptée au handicap de Gypsy. À l'intérieur, des portes plus larges, une rampe pour fauteuil roulant, des équipements médicaux, etc. Mais pour le soutenir davantage, elles vont aussi se voir offrir des voyages, une voiture, des visites à Disney, etc. Gypsy, devenant une figure locale, va même pouvoir rencontrer des stars. Et au fond, c'est normal parce que franchement, comment ne pas compatir à leur histoire? Une enfant extraordinaire qui sourit malgré la maladie et une maman modèle, courageuse, héroïque qui soutient sa fille quoi qu'il arrive. Mais voilà, avec le temps, certaines choses commencent à paraître un peu étranges. Par exemple, Gypsy parle parfaitement bien pour une fille censée avoir un retard mental. Where are you going today? I'm going to Children's Mercy Hospital to see my dentist. Elle s'exprime avec clarté, elle a une bonne mémoire, elle comprend vite. Et quand elle est seule avec certains adultes, son comportement change légèrement. Elle sent plus vive, plus adulte que ce qu'on imagine et plus en forme surtout. Mais surtout un jour, une voisine va dire l'avoir vue se lever de son fauteuil et marcher normalement dans la maison. Elle se dit que c'est peut-être de la rééducation, que Gypsy progresse, mais elle en parle à Didi et Didi dément immédiatement la situation. Elle explique que c'est impossible, que Gypsy est incapable de marcher, que sa maladie l'en empêche totalement. Elle va même jusqu'à dire que si elle venait jusqu'à essayer, elle risquerait de se blesser gravement. Assez logique vu son état. Une autre chose assez étrange, quand on pose une question à Gypsy, elle regarde souvent Didi avant de répondre, comme si elle attendait une genre d'autorisation. Et puis il y a les médicaments, une quantité impressionnante de prescriptions. Des antiépileptiques, des relaxants musculaires, des anxiolytiques. Tellement de médicaments que certains médecins commencent à se dire que les symptômes ne correspondent pas toujours au diagnostic et au traitement en question.
Il demande des examens complémentaires, mais à chaque fois, Didi change de médecin ou abandonne le suivi en cours de route. Elle explique que certains praticiens sont incompétents ou trop sceptiques ou pas à l'écoute de ce que ressent sa fille. Et puis elle pleure, elle dit qu'elle en a marre qu'on ne la prenne pas au sérieux, qu'elle se bat seule pour sa fille. Bon, les médecins se posent des questions, mais Gypsy aussi. Elle a maintenant la quinzaine et même si elle ignore son âge exact parce que sa mère lui donne toujours des informations contradictoires, elle commence à ressentir un mal-être. Elle se demande pourquoi elle ne va pas à l'école, pourquoi elle ne peut pas sortir seule, pourquoi elle ne peut pas avoir un téléphone, comme tout le monde, et surtout pourquoi elle se sent parfois en pleine forme alors qu'on lui dit qu'elle est gravement malade. Elle a aussi l'impression de pouvoir manger normalement, de pouvoir marcher, mais sa mère lui dit sans cesse le contraire. Alors elle commence à faire quelque chose en secret. La nuit, quand sa mère dort, elle va sur internet. Elle se crée un compte Facebook sous un faux nom. Le nom Emma Rose. Elle commence à discuter avec des gens et là, pour la première fois de sa vie, elle se sent libre. Mais attention, vous vous en doutez, Didi veille, elle surveille, fouille ses affaires et à la moindre suspicion, elle confisque tout. Elle peut même lui crier dessus ou la menacer et si elle sent que Gypsy s'émancipe un peu trop. Ou encore, histoire de s'assurer que Gypsy ne recommencera pas, la frapper avec un cintre par exemple. Oui, le comportement d'une bonne mère. Et donc, comme beaucoup de gens dans des situations de contrôle extrême, Gypsy commence à mentir, à jouer un double jeu. Devant sa mère, elle reste la petite fille malade, obéissante, dépendante. Mais dans l'ombre, elle commence à se réveiller. Elle veut savoir qui elle est vraiment, ce qu'elle a vraiment et ce qu'elle pourrait devenir si sa mère n'était plus là. Et ce que Didi ne sait pas, c'est que Gypsy continue en secret de se connecter à Internet avec un vieil ordinateur ou un téléphone qu'elle cache. Elle va sur des forums, elle discute avec des inconnus et elle s'inscrit sur un site de rencontre. Et c'est là qu'elle rencontre Nicolas. Nicolas, il a 23 ans et souffre de troubles mentaux importants. Est diagnostiqué autiste avec un retard cognitif, il est considéré comme vulnérable, influençable, parfois obsessionnel. Mais il est aussi fasciné par le BDSM. Il a même créé des alter-ego imaginaires, dont un qu'il appelle son moi sombre. Mais Gypsy, elle ne le voit pas comme un danger, elle le voit en lui une échappatoire, un garçon qui l'écoute, qui lui parle gentiment, qui ne la voit pas comme une petite chose malade. Elle commence à l'aimer, et surtout à fantasmer d'une vie avec lui. Une vraie vie, une vie de liberté. Pendant des mois, ils échangent en cachette, ils parlent d'amour, de mariage, de fuite, de sexualité aussi. Gypsy écrit des choses très crues. Elle se crée même des identités alternatives en ligne pour coller au délire de Nicolas. Elle joue le rôle de maîtresse, d'esclave ou de soumise. Elle lui envoie des photos, lui envoie des vidéos, jusqu'au jour où ils vont se rencontrer en vrai. Gypsy convainc sa mère de l'emmener à une projection de Cendrillon, sachant que Nicolas sera là par hasard. Et il le fait, il vient, il s'assoit derrière elle, Gypsy tente une approche, elle espère que sa mère comprendra que c'est le destin, mais Didi n'apprécie pas du tout. Elle gronde Gypsy, la gifle même une fois rentrée, elle dit qu'elle ne doit plus jamais parler à ce garçon. Elle coupe internet, elle cache les câbles, et pour finir, elle menace de casser les doigts de Gypsy si elle recommence. Oui, rien que ça. Mais c'est trop tard, dans sa tête, Gypsy a trouvé une porte de sortie, et cette porte, c'est Nicolas. Alors ils recommencent à discuter en secret. On est en juin 2015, et depuis plusieurs semaines, leurs discussions ont pris une tournure inquiétante. Ils parlent d'un plan, d'une solution, et cette solution, c'est simple, Didi doit mourir. À ce moment-là, Gypsy n'en peut plus, elle dit qu'elle est prisonnière, qu'elle ne vivra jamais sa vie si sa mère est encore là, mais Nicolas, lui, est totalement obsédé par elle. Il est prêt à tout pour lui prouver son amour, même le pire. Le 9 juin 2015, Nicolas quitte son domicile, prend un bus pour aller à Springfield. Il passe la nuit dans un motel pas loin de chez Gypsy. Tout est planifié. Le lendemain soir, Gypsy fait ce qu'on pourrait appeler sa part du plan. Elle attend que sa mère s'endorme, elle laisse la porte d'entrée déverrouillée, elle prépare des gants, du ruban adhésif et un couteau. Et Nicolas entre. Gypsy se cache dans la salle de bain, Nicolas va dans la chambre de Didi et la poignarde à plusieurs reprises. La scène dure quelques minutes. Ensuite, il sort. Gypsy sort aussi, et ils ne partent pas en courant, ils prennent leur temps, ils récupèrent une liasse de billets appartenant à Didi et vont aussi expédier une enveloppe par la poste dans laquelle se trouve l'arme du crime. L'idée, c'est de l'envoyer chez Nicolas afin que personne ne les voit avec. Ils prennent des billets de bus et retournent chez Nicolas en laissant le corps de Didi dans la chambre. Mais quelques jours plus tard, un post étrange apparaît sur Facebook sur le compte de Didi. Je vous fais la traduction. La pute est morte. Tout le monde croit à un piratage ou à une mauvaise blague, mais peu de temps après, un nouveau post apparaît. J'ai saigné cette truie et violé sa douce fille innocente. Son cri était si fort, mort de rire.
Les personnes qui voient le poste ne cessent d'appeler Didi pour s'assurer que tout va bien, mais personne ne répond au téléphone. Les voisins vont donc toquer aux portes et fenêtres, mais encore une fois, personne ne répond alors que leur voiture est devant. Ils appellent alors la police qui vient sur les lieux, mais étant donné qu'il n'y a aucun signe d'effraction ou de choses étranges, la police ne peut pas entrer dans la maison. Le voisin demande alors si lui a le droit d'entrer par la fenêtre qui est ouverte et la police répond que oui. Il entre, mais ne voit rien de particulier. Tout est normal sauf une chose, les fauteuils roulants de Gypsy sont tous dans la maison. Donc où elle est si ces fauteuils roulants sont ici et qu'elle ne peut pas marcher? Au début, tout le monde pense qu'elle a été enlevée, qu'elle a été victime d'un psychopathe. Les médias s'emballent, une alerte est lancée, on parle d'un kidnapping, d'un danger extrême pour cette jeune fille malade, sans défense, qui a besoin de médicaments pour survivre en fait. Leur disparition est officiellement signalée le 10 juin 2015. Mais le 14 juin, les policiers vont retrouver Didi à son domicile morte. Ils remarquent qu'elle a reçu plusieurs coups de couteau, dans le dos et dans la nuque. Mais il n'y a aucun suspect, aucun signe d'effraction. Je fais une parenthèse car vous vous demandez peut-être comment le voisin qui est entré dans la maison avant a fait pour ne pas voir Didi si elle était là depuis le début. Et j'aimerais vous apporter une réponse, mais en réalité, elle était bien là quand il est venu, très visible, mais il n'a rien vu et lui-même ne sait pas expliquer pourquoi. Bref, les enquêteurs vont fouiller la maison, les ordinateurs, tout, et grâce à Facebook, ils vont finir par retrouver l'emplacement de Nicolas et Gypsy. Ils vont être arrêtés chez lui, dans une petite maison. Ils sont là, tous les deux, calmes, et c'est à ce moment-là que tout s'effondre. Bon, jusqu'ici, l'histoire ressemble à un fait divers glauque, une fille malade, fragile, innocente, qui se fait retourner le cerveau par un homme plus âgé et malade aussi, et qui finit par tuer sa propre mère. Ça, c'est la version de surface, celle que tout le monde croyait au début. Mais maintenant, et si je vous disais que rien de tout ça n'est simple? Et si je vous disais aussi que Gypsy Rose Blanchard n'a jamais été malade et que la vraie coupable est peut-être pas celle qu'on pense. Dès les premières heures de garde à vue, Gypsy parle, beaucoup. Et elle raconte une histoire que personne ne s'attendait à entendre. Elle dit qu'elle sait marcher depuis longtemps, depuis qu'elle est née, qu'elle n'a jamais eu de leucémie, qu'elle ne prenait pas tous ses médicaments parce qu'elle en avait besoin, mais parce que sa mère le lui disait, tout simplement. Elle dit aussi que sa mère contrôlait absolument tout, ce qu'elle mangeait, ce qu'elle disait, ce qu'elle pensait, comment elle devait s'habiller, ce qu'elle devait répondre aux médecins, etc. Vraiment tout, globalement. Après ça, un terme va commencer à apparaître dans les rapports, le syndrome de Munchausen, par procuration. Alors, le syndrome de Munchausen, c'est se faire du mal à soi-même afin d'attirer la compassion. Et donc, dans ce cas-là, on ne va pas se maltraiter soi-même, mais on va maltraiter quelqu'un d'autre, le plus souvent une maman vers son enfant, pour pouvoir attirer l'empathie, la pitié, la compassion d'autrui. Et plus on creuse, plus les preuves s'accumulent. Des médecins expliquent par exemple que les traitements subis par Gypsy n'étaient pas justifiés du tout. Certains disent même qu'ils avaient des doutes, mais que Didi était tellement convaincante, tellement persuasive, qu'ils n'ont jamais osé insister. Et puis il y avait le dossier médical, flou, incohérent, jamais complet. Mais surtout, à chaque fois qu'un médecin posait trop de questions, Didi disparaissait. On découvre aussi que Gypsy n'a jamais été scolarisée officiellement. Sa mère disait qu'elle faisait l'école à la maison, mais en réalité, Gypsy ne savait pas vraiment lire ni écrire jusqu'à tard. Elle était maintenue dans une sorte de bulle d'enfance permanente, sans repère, sans liberté, sans autonomie. Puis il y a les proches, des voisins, des anciens amis, des membres de la famille. Ils commencent tous à témoigner, à raconter qu'ils avaient remarqué des choses étranges, que Didi avait toujours eu un comportement bizarre. Bref, l'image de la mère parfaite s'effondre. Petit à petit, l'Amérique entière passe de « Oh mon Dieu, cette fille a tué sa mère » à « Attendez, est-ce qu'on ne parle pas plutôt d'un cas de maltraitance extrême ?» Après les aveux, le dossier judiciaire prend une tournure, disons, peu banale. Déjà, la justice décide que Gypsy et Nicolas seront jugés séparément parce que leur profil, leurs responsabilités et surtout leurs états mentaux sont très différents. Nicolas, lui, est clairement celui qui a porté les coups. Il a tué Didi, il a agi de façon violente, brutale, sans réel recul. Mais son avocat insiste, il est mentalement instable, influençable et il a agi sous l'emprise psychologique de Gypsy et forcément de ses propres délires amoureux. Gypsy, de son côté, a tout orchestré mais n'a jamais tué. Et surtout, ce que la défense met en avant, c'est que le contexte d'abus. Elle a été victime de violences psychologiques extrêmes depuis l'enfance. Elle ne savait pas qu'elle pouvait partir, elle pensait que c'était la seule issue, c'était que sa mère disparaisse en fait. Les avocats appellent des experts, psychologues, psychiatres, médecins, assistants sociaux. Tous disent la même chose. Gypsy ne pouvait pas prendre de décision librement. Elle était mentalement enfermée, conditionnée, paralysée par la peur et l'emprise.
En 2016, Gypsy Rose Blanchard est condamnée à 10 ans de prison ferme, une peine relativement légère pour un crime impliquant un meurtre aussi violent, mais qui tient compte de son passé et de son statut de victime. Mais Nicolas, lui, il prend beaucoup plus. En 2018, il est reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La justice considère qu'il était responsable de ses actes malgré ses troubles mentaux. Et là, il y a une vraie scission dans l'opinion publique. D'un côté, ceux qui pensent que Gypsy est une victime à 100%, qu'elle aurait dû être aidée, protégée et sortie de là bien avant, et de l'autre, ceux qui disent « Ok, c'est tragique, mais elle a quand même planifié un meurtre, elle aurait pu demander de l'aide, elle aurait pu fuir. » Sauf que la réalité, comme souvent dans ces affaires, elle est ni toute blanche ni toute noire. C'est une zone grise entre les deux. Mais de mon côté, ce que je trouve le plus troublant, c'est vraiment la différence de peine entre les deux. Comment pour un même meurtre, on passe de 10 ans à la prison à perpétuité? Je comprends pas. Bref, le 28 décembre 2023, après 8 années derrière les barreaux, Gypsy Rose est libérée. Et là, c'est l'événement. Les journalistes l'attendent devant la prison, des centaines de messages affluent sur les réseaux sociaux. Certaines personnes disent qu'elles ont pleuré de joie en apprenant sa libération. D'autres lui écrivent que c'est une survivante, une battante, une inspiration pour tout le monde. Parce que oui, avec le temps, Gypsy c'est devenu une sorte de phénomène. Elle a même été surnommée la Cendrillon du true crime. Une fille qui a été enfermée, humiliée, droguée, instrumentalisée et qui a fini par se libérer au prix le plus lourd. Et puis, il faut dire les choses comme elles sont, les documentaires, les séries, les interviews ont construit un vrai personnage autour d'elle. En 2017, HBO sort un documentaire hyper marquant. En 2019, la série The Act cartonne. Puis viennent les interviews, les livres, les témoignages. Gypsy devient une figure médiatique. Elle fascine, elle intrigue, elle divise. Puis il y a ce qui va frapper les gens, son apparence. Gypsy libre n'est plus la petite fille fragile, chauve et squelettique qu'on avait l'habitude de voir sur les vieilles photos. C'est une jeune femme souriante, en forme, elle a les cheveux longs, elle se maquille, elle rigole, elle parle de ses rêves et là encore, les réactions sont partagées. Certains disent « c'est génial de la voir enfin vivre, profiter, guérir » et d'autres disent « attends, elle vient juste de sortir de prison pour un meurtre quand même et elle fait des TikTok et des interviews comme une star de télé-réalité ». Parce que oui, Gypsy va très vite reprendre le contrôle de son image. Elle ouvre un compte TikTok, elle raconte son quotidien, partage des vidéos avec sa nouvelle famille, avec son mari. Oui, elle s'est mariée entre-temps. Bref, je vous laisserai me dire dans les commentaires, mais selon vous, est-ce qu'elle fait ça pour inspirer ou est-ce qu'elle capitalise sur une histoire tragique, un meurtre, une manipulation pour devenir une sorte d'icône de la culture d'Internet? En tout cas, une chose est sûre, Gypsy fascine autant qu'elle dérange. Pendant des années, on a vu cette histoire comme un récit clair. Une mère folle, une fille victime, un meurtre tragique mais compréhensible, fin de l'histoire. Mais maintenant qu'on en a pris un peu, qu'on a pris du recul, qu'on a tout revu, tout analysé, est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Parce que oui, Didi Blanchard a fait des choses impardonnable. Elle a menti, manipulé, maltraité sa propre fille pendant près de 20 ans. Elle lui a volé son enfance, sa santé, sa liberté. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que Gypsy n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle était totalement prise au piège ou est-ce qu'à un moment donné, elle aurait pu faire un choix conscient? Parce que quand on relit les messages échangés avec Nicolas, on voit une Gypsy très lucide, très stratégique. C'est elle qui l'a laissé entrer. C'est elle qui a tout organisé. Et même si elle n'a pas porté le couteau, elle a regardé sa mère mourir. Puis il y a le cas de Nicolas. Lui, il reste en prison à vie, sans libération conditionnelle. Il a été considéré comme un adulte responsable alors qu'il souffre de troubles mentaux profonds. Il expliquera à plusieurs reprises qu'il a tué pour elle, par amour, pour la libérer et parce qu'elle lui a demandé. Mais Gypsy, en attendant, elle a refait sa vie. Elle est dehors, elle a retrouvé une famille, elle reçoit un soutien. Et ça, forcément, ça fait débat. Bref, voilà, écoutez, la vidéo est finie. Je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire, ça m'a un peu glacé le sang parce que c'est vraiment le type d'histoire où on est partagé entre la compréhension de l'envie de meurtre de Gypsy probablement et le passage à l'acte qui est très compliqué et surtout la différence de peine entre les deux. Entre Nicolas qui a tué et entre Gypsy qui a organisé, voilà, malgré tout ce qu'elle a vécu. Bref, voilà, écoutez, je vous laisserai me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quoi qu'il arrive, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et écoutez, on se fait des gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.